Bonjour Emmanuel Mosset, merci de participer à ce Parole de financier. Donc Emmanuel Mosset, vous êtes expert en économie circulaire et également co-auteur du livre Shifting Economy. Est-ce bien juste? Oui, tout à fait et un tout grand merci de m'inviter, aujourd'hui dans cette émission Héroïne Barbet. Merci, merci. Mais moi, j'ai une première question, c'est en quelques mots pour expliquer à nos internautes, qu'est-ce que l'économie circulaire? Alors l'économie circulaire, pour faire très simple, c'est une économie et des modèles économiques, il y en a plusieurs, qui visent à optimiser l'utilisation des ressources et à prolonger la durée de vie des objets et des ressources, dans le système économique. Voilà. Donc tout ce qui permet de prolonger la durée de vie d'un objet, d'un produit, d'une ressource, c'est l'économie circulaire, avec plusieurs degrés de performance et de granularité. Il existe d'ailleurs une échelle qui s'appelle l'échelle de Lansing, dont vous avez peut-être déjà entendu parler avec les grands R, les trois grands R, le fait de repenser, le fait de réutiliser et le fait de recycler. Eh bien, une fois qu'on se retrouve à l'intérieur de ces, et il y a différentes strates détaillées, eh bien, on est dans l'économie circulaire. Oui, d'accord. Et en effet, on parle beaucoup de plutôt que de racheter, de réparer. Donc on pourrait presque rajouter deux R de plus. Mais moi, j'ai une question par rapport à cette période de pandémie. Est-ce que la- cette fameuse transition de l'économie, est-ce qu'elle a été déforcée ou renforcée justement par cette période de coronavirus? Mais je pense que tous les acteurs qui avaient démarré des projets dans l'économie de la transition avant le Covid ont connu une accélération. En tout cas, il y en a une bonne partie que je connais qui ont connu une accélération parce que les gens se sont posé des questions. Souvenez-vous, il y a un an, au mois de mars 2020, voilà, toute l'économie s'est arrêtée et Oui, finalement, on s'est retourné vers les acteurs de l'économie locale, de l'économie régénérative, des entrepreneurs qui étaient en train de façon très agile, de produire des masques, de produire toute une série d'équipements. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de contribuer aussi à ce mouvement avec différents partenaires. Et donc, pour moi, l'économie de la transition, cette économie qui vise finalement à contribuer au bien commun, de contribuer à une économie plus juste pour les humains et respectueuse de la planète, oui. pour moi, elle s'est renforcée avec la crise du Covid. Parce qu'on a bien vu aussi les limites du système. On a bien vu que les grandes multinationales, ben, elles n'étaient pas vraiment au rendez-vous et qu'au contraire, au tout début de la crise, ça a été assez compliqué. Les échanges internationaux se sont arrêtés. Donc, l'économie de la transition, elle est avant tout locale ou translocale, c'est-à-dire le fait de créer des collaborations entre différentes localités, différentes villes et villages qui interagissent ensemble et partagent des connaissances notamment. Et merci. Et quand on parle justement d'économie de la transition, quels sont les grands modèles économiques de la transition? Alors, donc, par rapport aux grands modèles, bon, il y en a une cinquantaine, et d'ailleurs, vous les retrouvez dans On le va livre reprendre Shifting peut-être Economy. les trois plus grands ou Voilà. les plus Et donc, Shifting importants, on va Economy, dire. vous pouvez le retrouver à titre gracieux online, hein, il y a moyen de le télécharger. Mais je dirais que les grands modèles, et parmi les plus connus, il y a bien sûr l'économie circulaire, je viens d'en parler il y a un instant. Oui, Euh, il y a évidemment l'économie de la fonctionnalité, qui, elle, vise à implémenter l'économie circulaire, mais plutôt que d'être propriétaire d'objets, le but, c'est plutôt d'utiliser une fonction et de répondre à un besoin en utilisant ou en partageant des objets ou des moyens qui permettent de réaliser cette fonction. Et donc, on passe dans un mode beaucoup plus collaboratif. Et ça, pour moi, c'est le troisième grand parce business model de l'économie de la transition, c'est l'économie réellement collaborative, ou qu'on appelle également l'économie du pair à pair. Voilà, donc ça ce sont les trois modèles les plus connus. Mais donc, en complément de ces trois grands business models assez connus et qui sont en train de se développer, il y a également trois caractéristiques importantes qui sont en train de se développer. Le premier élément, c'est évidemment la relocalisation de l'économie et donc l'économie locale. La transition se fait surtout au niveau local. Le deuxième élément, c'est l'aspect contributif ou régénératif, c'est-à-dire le fait de contribuer à des objectifs d'impact et avec des impacts concrets, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau environnemental, et donc de régénérer les ressources, de pouvoir inverser les courbes d'épuisement, notamment des ressources naturelles.
Et le troisième élément qui est un peu moins connu, mais qui se développe depuis le début de la crise, c'est l'hybridation des chaînes de valeur. Donc le principe est simple, c'est de revoir une chaîne de valeur logistique et d'intégrer dans cette chaîne des acteurs complémentaires, une entreprise de travail adapté qui travaille avec des personnes handicapées, une coopérative, par exemple, qui va gérer toute la partie du transport avec des cargo bikes, une société anonyme qui a tout un réseau de distribution, et donc de voir comment ces acteurs vont se compléter tant d'un point de vue opérationnel, en termes de valeur ajoutée, et bien sûr aussi sur l'aspect financier et les différents modèles complémentaires. Justement, pour qu'on y voit plus clair, j'allais vous proposer de nous donner quelques exemples concrets de projets de transition qui peuvent être inspirants pour d'autres personnes. Alors, donc c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer. J'ai envie d'en citer au moins deux. Oui, Alors, le premier exemple que j'adore, c'est Dégage, qui est en fait un commun, c'est un collectif de 3000 citoyens à Gand, qui mutualisent des véhicules, donc à la fois des voitures, des camionnettes, des cargo bikes, des vélos, et cetera. Et ce collectif permet d'avoir plein d'impacts super positifs. Le premier, c'est qu'évidemment, il va réduire l'utilisation de ressources naturelles, l'extraction de ressources et d'énergie grise pour produire tous ces véhicules, puisque au lieu d'avoir 3000 véhicules, ils en ont 250, 300 qui sont partagés. Le deuxième élément, c'est évidemment l'impact au niveau de la consommation, qui est beaucoup plus bas parce qu'ils arrivent à optimiser aussi et d'avoir des véhicules qui sont beaucoup plus performants au niveau énergétique. Ensuite, ils utilisent moins d'espace au sol. Il y a près de 2500 emplacements de parking, donc d'espace au sol qui sont libérés, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir autant d'espace, puisqu'il y a moins de véhicules. Évidemment, il y a aussi un impact au niveau financier, puisque ces ménages réduisent leur budget de 80%. Donc le budget mobilité est réduit de 80%, et ils ont toujours accès à des véhicules, à des voitures, des camionnettes, et même à une grande diversité de véhicules quand ils en ont besoin. Donc il y a vraiment un taux optimal c'est assez d'utilisation. fabuleux. En plus, ils peuvent, ce qui est l'avantage, c'est qu'ils peuvent justement changer de véhicule. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un petit véhicule, demain, j'ai besoin d'un grand véhicule. Voilà. Et puis aussi combiner cargo bike, autre type de vélo, trottinette, que sais-je. Et il faut aller voir sur leur site, c'est assez bien foutu. Et alors aussi, l'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas d'effet rebond. C'est-à-dire que l'économie qui est réalisée par ces ménages n'est pas utilisée pour polluer par ailleurs, pour faire, je ne sais pas, un vol last minute, par exemple. Donc, il y a vraiment toute une cohérence qui est mise en place. Et ça fonctionne assez bien depuis 20 ans maintenant. Et des communs comme ça, il y en a 500 à Gand. Donc, il y a moyen de vivre toutes les fonctions vitales d'une ville, l'éducation, la mobilité, l'alimentation, le logement, la culture, etc., de façon alternative à Gand. Il y a moyen de l'expérimenter autrement. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple que j'aime beaucoup aussi, c'est un exemple en Finlande, dans la ville de Lahti, où en fait les citoyens participent à une grande expérience puisque ils mesurent leur consommation de CO2, l'utilisation de CO2 par rapport à une limite théorique biocapacitaire, c'est-à-dire la capacité individuelle d'utilisation de consommation de CO2 mesurée. Et toutes les personnes qui épargnent du CO2 par mois peuvent en fait les convertir en monnaie locale pour pouvoir acheter des produits locaux, régénératifs, auprès de producteurs, etc. Et donc, on n'est pas dans un système de sanctions, on est au contraire dans un système d'incentive qui encourage les gens de façon positive. C'est une belle idée, assez intéressante. Mais pour cette transition, quel est le rôle de l'État là-dedans et que peuvent faire les entreprises? Est-ce qu'il y a un Alors, schéma à suivre oui, donc l'État a surtout un rôle de facilitateur et puis d'encadrer, je dirais, ce qu'il faut encadrer. Je Est-ce qu'il reviens sur joue ce l'exemple. rôle d'ailleurs? Ça, c'est aussi une question. Est-ce qu'il joue ce rôle? Alors, dans le cas de Gand, si vous allez voir sur le site de la Peer-to-Peer Foundation, on pourra peut-être indiquer les liens en complément de l'interview, de la vidéo. En fait, vous verrez qu'il y a des protocoles qui ont été développés pour pouvoir justement gérer la relation entre l'État, la commune, la ville de Gand, les communs, les collectifs de citoyens, avec différentes structures juridiques et les entreprises. Et donc, le but, c'est que chacun s'y retrouve. Et donc, l'État n'est pas trop présent, n'est pas là pour contrôler, mais au contraire pour faciliter.
pour donner des garanties, pour essayer parfois aussi de faire évoluer les règles qui parfois sont contraignantes ou ne sont pas adaptées pour l'économie circulaire ou bien pour ce genre de projet, et aussi de rassurer les entreprises et les investisseurs. Et donc finalement, chacun se retrouve dans une dynamique qui est assez intéressante et qui se renforce. Ok, super. Et voilà, demain j'ai envie de commencer à aider dans ce genre de schéma. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Alors, je pense que le mieux, c'est de commencer à l'échelle très locale, c'est-à-dire dans votre quartier. Et je vais prendre un exemple. Dans notre quartier, ma compagne et moi, nous sommes actifs dans un groupement d'achat solidaire avec une productrice, donc une agricultrice. Et donc, on lui commande des légumes et tous les samedis, on va chercher nos légumes. Il y a un point où on stocke, enfin, où tous les légumes À arrivent. retrait, oui. Voilà, et on va gérer les légumes, donc on répartit les paniers entre voisins. On est 25-30 personnes dans ce groupement. Et ce qui est génial, c'est que, un, on a accès à des légumes de qualité, bio, à un prix tout à fait raisonnable, parce qu'on est en contact direct avec la productrice. Mhm. On la soutient, c'est-à-dire que si demain il y a une crise financière, elle, de toute façon, on continue à lui acheter des légumes en direct. On a un lien direct avec elle, on sait comment elle travaille, on a confiance en elle. Et donc, elle aussi, elle a moins de pression sur son activité commerciale. Elle peut être dans les champs et elle peut voilà, réaliser sa vie plutôt que d'être stressée par les ventes parce qu'elle a la garantie 6 mois à l'avance et le préfinancement que nous allons lui acheter les produits. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ce collectif nous permet aussi de nous réunir tous les samedis pendant 1 heure entre voisins. On s'échange les légumes, etc. Et puis, après ça, on discute de projets complémentaires. Et là, pour l'instant, on vient d'implémenter un projet pour une autre mobilité dans le quartier, un projet pour trouver des espaces pour les vélos, même d'aménagement au niveau d'espaces verts. Et donc, ça permet aussi de faire émerger des projets qui n'auraient pas émergé si on n'avait pas eu un lieu précis pour pouvoir démarrer. Donc, je pense qu'il faut démarrer des petites choses comme cela dans son quartier. Est-ce qu'il y a, il y a éventuellement des sites internet disponibles où on peut voir tous les projets collaboratifs que je pourrais retrouver dans mon quartier ou comment est-ce que je peux mieux me renseigner si ce n'est au travers de parler, de plus parler avec mes voisins? Oui, alors, par exemple, malheureusement pour l'instant, c'est encore fort fragmenté. Donc, par Oui, exemple, il y a j'imagine. un site, gazap.be pour les groupements d'achat solidaires. Il y a un site aussi qui regroupe les différents communs, dans la ville de Bruxelles, dans la ville de Gand également. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore un site en tant que tel, pour la transition. Mais par contre, vous me donnez une excellente idée à partager dans le cadre, du travail que je suis en train de réaliser sur la stratégie Avec régionale de plaisir. transition économique. De justement voir comment on pourrait fédérer et mieux visibiliser ces différentes actions et inspirer les personnes et les relier finalement. Ouais, c'est peut-être le rôle de l'État aussi de participer à ce projet-là. Tout à fait. Et des médias comme le vôtre aussi, bien sûr. Tout à fait. Bien, en tout cas, un tout grand merci d'avoir participé à ce Parole de financier. J'espère qu'on aura pu éclairer les différents internautes sur l'économie circulaire et cette transition économique qui doit, et, enfin, c'est du bon sens, devra avoir lieu un jour. Et voilà. Merci beaucoup, Emmanuel Mossé. Merci Erwin.